Dans cette 13e capsule d'écologie intégrale, nous abordons une fois de plus la question de la biodiversité. Notre angle d'abordage cette semaine sera la valeur qu'on peut accorder aux vivants. On pourrait effectivement chiffrer la valeur de tous les services que nous rend la nature. On pourrait mettre un prix sur les espèces végétales qui nous nourrissent. On pourrait mettre un prix aussi sur les animaux, sur les milieux naturels. Bon, j'aurais pu trouver plein de chiffres là-dessus, mais j'ai pensé qu'on pourrait tout simplement le regarder peut-être un petit peu avec un regard de contemplation sur justement tous ces précieux services que la nature nous rend. Je vous montre un petit étang devant lequel je passe assez souvent parce qu'il est à côté de la piste cyclable à Jonquière. D'un côté, il y a la piste cyclable, de l'autre, il y a un boulevard assez important, puis je trouve ça étonnant de voir ce tout petit étang qui est habité par une diversité de vivants. Il y a un paquet de sortes de plantes aquatiques, des quenouilles, plein de choses. Il y a aussi régulièrement diverses espèces de canards. Là, vous voyez la maman cane qui se promène avec toute sa famille de petits canetons. J'ai vu des carouges à épaulettes. J'ai vu des hirondelles que j'avais pas vues depuis très longtemps. Il y a bien sûr plein de marmottes qui circulent dans les environs. Il y a donc tout un foisonnement de vie qui est abrité par ce tout petit milieu humide. Et on sait qu'il y a 85% des milieux humides qui ont disparu. Alors, ce sont des pouponnières de vivants qui ont disparu en même temps. Et ça joue, les milieux humides, un grand rôle de dépollution, de filtration des eaux, de rétention des eaux quand il y a des montées des eaux. Donc, ça nous protège contre les inondations. On peut avoir l'impression des fois que tous ces marais et marécages sont des endroits nauséabonds dont on devrait se débarrasser au plus vite pour faire de la promotion immobilière et à faire du profit en ayant plus de taxes. C'est un peu les raisonnements qu'on a quand on développe les villes, mais on oublie à quel point ce sont des endroits absolument précieux pour protéger notre patrimoine naturel. On pourrait dire aussi la même chose des forêts qui nous rendent tellement de services. Le bois qui sert pour la construction, qui sert pour le papier, qui sert aussi d'endroit pour le gibier qu'on chasse, qu'on aime chasser dans notre région. Il y a des services innombrables qui sont rendus par la forêt et en particulier aussi l'air pur qu'on respire et qui est produit par aussi les arbres. Donc, ce sont des milieux extrêmement riches, mais qu'on a tendance à surexploiter. On en a parlé quand on a parlé des forêts de l'Amazonie, par exemple, mais c'est pas les seuls endroits où la forêt est menacée. Pensons aussi au rôle des insectes pollinisateurs. On a un pommier ici qui est pollinisé par une drôle de sorte d'insecte que je connais pas, mais il joue un rôle extrêmement important pour qu'on puisse récolter des fruits. Il y a une grande partie de notre alimentation qui dépend de la pollinisation. Et j'avais été très frappée à un moment donné de voir un reportage où on voyait un monsieur perché sur une grande échelle au Japon et qui était en train de polliniser à la main les fleurs d'un cerisier parce que dans sa région, il y avait une déficience dans le nombre des pollinisateurs. Nous voyez-vous en train d'essayer de polliniser toutes les espèces qui ont besoin des insectes pour donner des fruits. On n'en sortirait pas, je pense. Et j'ajouterais aussi la beauté de toutes les espèces vivantes qui nous entourent. C'est une perte impressionnante et une perte dramatique quand on élimine la beauté de ce qui nous entoure. Quelles sont les causes de ces pertes massives de biodiversité? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la modification de l'utilisation des terres et des mers. En fait, les humains empiètent sur tous les écosystèmes. On les voit comme des ressources à exploiter, des lieux où on peut développer, mais développer sans limite. Donc, c'est ça qui vient rentrer en compétition avec les milieux de vie, que sont aussi ces endroits pour toutes sortes d'espèces. Les changements climatiques, bien sûr, avec la hausse des températures globales mondiales, mais aussi toutes sortes de catastrophes qui viennent perturber aussi les animaux et les plantes et tout ça. La surexploitation directe, ça c'est quand
on coupe beaucoup de forêts plus que la forêt peut se régénérer, quand on pêche beaucoup plus que ce que les océans peuvent produire de poissons et autres fruits de mer. Ça, c'est l'exemple de la surexploitation. Et là, vous avez une gravure qui représente quelqu'un en Amérique latine. Ça touche la forêt amazonienne d'une manière absolument dramatique, cette surexploitation de la grande forêt qui disparaît à un rythme très alarmant pour qu'on puisse mettre des grosses entreprises agroalimentaires et tout ça, mais c'est une perte vraiment grave et catastrophique. Il y a aussi la pollution. Pensez à tous les produits chimiques qu'on envoie dans l'environnement. Dans l'agriculture, on utilise des pesticides de toutes les sortes, des fongicides, des herbicides, de toutes les sortes de biocides. Mais pensez aussi à tous les produits qu'on utilise quand on fait de l'agriculture pour nourrir les animaux, les antibiotiques, les médicaments qu'on prend et qui se retrouvent dans les eaux usées, toutes les industries qui utilisent toutes sortes de produits chimiques pour leurs procédés industriels. Donc, c'est incroyable la quantité de polluants qui se retrouvent dans la nature et ces polluants-là ne connaissent pas de frontières. J'écoutais un reportage récemment qui disait que les gens qui vivent dans les zones arctiques, donc dans le Grand Nord par exemple, les Inuits, sont beaucoup plus menacés par des accumulations de toutes sortes de produits toxiques dans leur alimentation parce que les courants aériens emportent ça chez eux, alors qu'il n'y a pas tant d'industrie que ça par chez eux. Donc, ça touche la planète entière, cette question de pollution. Il y a aussi les espèces exotiques envahissantes. Avec tous les échanges commerciaux qu'on a, ben, ça arrive des fois que dans des piles de bois, il y a un insecte qui se trouve et puis qui arrive dans notre milieu puis qu'il n'y a pas de prédateur et qui va détruire, par exemple, des populations entières d'arbres. Pensons à la grille du frêne qui menace beaucoup d'arbres au Québec. On pourrait penser aussi à des espèces de poissons comme la carpe japonaise qui se retrouve dans les Grands Lacs et qu'on commence à trouver dans le Saint-Laurent et qui est en train de bouffer toute la nourriture qui est habituellement consommée par d'autres espèces indigènes et les espèces indigènes ne sont pas capables de compétitionner avec cette carpe. Et on a aussi des exemples au point de vue végétal de toutes sortes d'espèces qui remplacent les espèces indigènes qui avaient un équilibre. Donc, c'est aussi une menace très importante, cette question-là. Après avoir parlé de la valeur des vivants et d'avoir aussi parlé des menaces qui pèsent sur eux, j'aimerais revenir à ce qui est fondamental dans le fond. Et là, je redonne la parole au pape François, qui nous dit dans son encyclique: en effet, toutes les créatures sont liées. C'est ça qui est essentiel, ce sont les liens qui nous unissent à toute créature. Et écoutez bien ceci, chacune d'elles doit être valorisée. Le pape François affirme à plusieurs reprises dans son encyclique que les créatures ont une valeur en soi. Chaque créature a de la valeur indépendamment des services qu'elle peut nous rendre. Donc, il y a comme un repositionnement qu'on a à faire devant chaque créature en les contemplant avec admiration, avec respect, en se disant que elles sont un témoignage de la beauté de Dieu, dans le fond. Elles sont une voix unique qui témoigne de la beauté de Dieu. C'est pourquoi on les valorise, dit le pape François, avec affection et admiration. Et tous, en tant qu'êtres, nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes dépendants de la nature pour vivre. Si on fait des torts à la nature, on s'en fait à soi-même, automatiquement, tôt ou tard, même si les effets deviennent visibles après un certain temps. La semaine prochaine, nous entrerons dans une nouvelle dimension de toute la question de l'écologie intégrale en nous mettant à l'écoute du cri des pauvres. Nous avons écouté le cri de la terre, nous allons écouter le cri qui est en fait le même cri, le cri des pauvres. Pour commencer, des inégalités scandaleuses.